Attends, t'as vraiment cru que 300 c'était juste un film ultra badass avec des ralentis, des mecs musclés et une violence graphique exacerbée, le tout dans une esthétique de bande dessinée? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Bah ouais, si à première vue tu pourrais être tenté de t'arrêter au scénario dont le contenu tient sur un post-it et qui ne serait qu'un prétexte à nous divertir pendant 1h30 en nous offrant une surenchère d'action épique bien jouissive, mais totalement vide de sens. Bon déjà, moi, en entendant ça, je signe direct. Mais voilà, tu sembles n'avoir pas saisi toute la portée du récit. Et ça peut se comprendre. A-t-on déjà vu un tel film au cinéma? Une proposition tellement singulière qu'elle en déroute plus d'un. Sûrement pas aidée par la réputation du réalisateur, davantage connu pour ses effets un peu tape à l'œil que pour sa profondeur d'écriture. Bien bourrin, bien cliché, bien beauf, bien nul, bien moche quand même. D'agression et de coups et blessures. Ajoutez à ça une glorification de certaines valeurs et d'un modèle de société qui en ferait pâlir plus d'un, Ils nous envoient la police sur la fac. Des gens, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. et une volontaire extravagance dans la représentation des Perses, et ça y est, vous l'avez, votre cocktail de film explosif qui ne peut laisser indifférent. Et pourtant, sous cette carapace de testostérone et d'effets visuels, se cache un propos bien plus subtil, même plusieurs messages cachés qui nous viennent tout droit de notre mère patrie, la Grèce antique, et qui prennent tout leur sens aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, mais pas trop quand même, histoire de pas faire honte à tes ancêtres du Péloponnèse, et laisse-moi t'expliquer les véritables messages derrière le brutal 300. Ah, 300. Un chef-d'œuvre bien souvent imité mais jamais égalé. Ce film, c'est un peu comme une barre ultra protéinée qui booste ton énergie à ne plus redescendre et triple instantanément ton niveau de testostérone. Absolument tous les hommes peuvent en témoigner. Vous entendez les gars? Plus besoin de pré-workout. Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. 300, c'est avant tout une bande dessinée, et pas écrite par n'importe qui, puisqu'il s'agit du très sombre Frank Miller, dont les romans graphiques ont eu beaucoup d'impact sur Hollywood. Il se permettra même d'influencer non pas un, mais plusieurs Batman, dont le fameux Batfleck version Snyder. Sacrée coïncidence, dis donc. Alors, quand vient le moment de l'adaptation de 300 au cinéma, Miller était catégorique, hors de question de dénaturer sa bande dessinée. Entre donc en jeu le jeune réalisateur Zack Snyder, très optimiste à l'idée de reprendre ce projet, déjà très fan de l'œuvre d'origine et en parfaite concordance avec les souhaits de Frank Miller. Cependant, la tâche n'allait pas être simple et il allait devoir faire preuve d'ingéniosité dans sa mise en scène, un exercice de style dans lequel il n'aura heureusement pas à forcer son talent. Utilisant les ralentis non pas seulement pour faire joli, mais bien pour aérer son récit et rendre chaque scène et chaque plan le plus impactant possible. De la lumière à la couleur, en passant par des effets de flou, tout est travaillé pour rendre le plus hommage au support d'origine. Avec ce que je considère être l'aspect le mieux réussi dans ce film, le show don't tell, traduit en français par montrer sans dire, une véritable réussite qui saura ravir les plus exigeants d'entre nous. Et c'est clairement ce qui différencie cette œuvre des autres. Bien que s'inscrivant dans la continuité de l'ère du retour du péplum au cinéma, Zack Snyder fait de 300 un monde composé par ordinateur, full CGI avec des slow motion, des filtres tiktokesques et une bande originale qui déboîte. Et ça marche. Aucun autre film ne lui ressemble. Plus personne n'oserait. Ce film est parvenu à créer un nouveau genre de péplum qui se perdra par la suite, une bande dessinée au cinéma. Cependant, bien qu'ayant rencontré un gros succès au box-office avec 500 millions de dollars, beaucoup de reproches ont fusé, dont le principal... Ok, je vais le dire de suite, comme ça c'est clair. Non. 300 n'est pas un film historique. En tout cas, pas au sens premier du terme. Il n'a pas vocation à l'être et ne s'en cache absolument pas. Bien qu'il s'appuie sur une bataille ayant bien eu lieu, celle des Thermopyles en moins 480 avant Jésus-Christ, opposant notamment les Spartiates menés par le roi Léonidas aux Perses du dieu roi Xerxès, que ce soit politiquement, militairement ou tout simplement physiquement, il n'est en rien une reconstitution historique des événements de cette période. Car le but du film est de divertir
lire et non de retranscrire. 300 est un pur film fantastique, où l'histoire nous est contée comme une légende, un pamphlet dont l'imaginaire est de mise pour glorifier l'exploit des 300 Spartiates se battant contre la mégapuissance tyrannique perse. Ce film ouvre à la psychologie d'un grec antique qui, à travers une voix off, va nous plonger dans la vision fantasmagorique d'un soldat spartiate qui voit les Perses comme difformes ou monstrueux parce qu'en réalité, et tout bêtement, il voit des étrangers. Et c'est sûrement ça le principal malentendu qu'a suscité 300. Difficile de faire comprendre au public moderne et aux fans de péplum classique que l'histoire peut être racontée de mille et une façons, que tant qu'on respecte le matériau de base et que la finalité de notre démarche n'est pas de déconstruire l'histoire par idéologie mal placée, mais bien l'acceptation et la compréhension de cet héritage historico-culturel, il n'y a aucun problème à être dans la pure glorification de nos ancêtres guerriers et d'en faire un spectacle total, mais un peu fantasmé. Un spectacle de 1h30, court et efficace, comme le dit le célèbre dicton grec, Medan Hagan, rien de trop. Oui, c'était bien la fin du film, ça. Excusez-moi, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Même découpé, tu peux... Bon, ok. Comme tout Spartiate, il fut examiné. S'il avait été petit, chétif, souffreteux ou difforme, il aurait été éliminé. C'est affreusement barbare. À Sparte, les hommes sont poussés dès le plus jeune âge à s'entraîner, se battre, voire même à tuer pour devenir des soldats prédisposés à défendre leur cité. C'est l'agogé, le service militaire obligatoire spartiate. Sauf que là, on n'est pas sur les quelques mois de service qu'a fait ton père ou ton grand-père pour les plus jeunes, non, mais bien sur un service qui va te durer jusqu'à tes 60 ans, s'il te plaît. Car un Spartiate se doit de tout donner à sa cité avant de pouvoir donner à sa famille. Les femmes, quant à elles, ne seront pas plongées dans un monde de violence, mais assureront plutôt un rôle de régence de la cité. En outre, elles jouent un rôle très significatif, celui de mettre au monde les meilleurs des hommes, des guerriers spartiates. Pourquoi cette femme se permet-elle de parler parmi des hommes? Parce que seules les femmes de Sparte mettent au monde des hommes vaillants. Elle me plaît. Ouais, ça m'étonne pas. Une véritable fierté pour elle, et en cela les femmes spartiates étaient tenues d'être en parfaite condition physique, en bonne santé et mentalement résilientes. Pour parachever cette, disons, parfaite féminité, et parmi les nombreuses qualités d'une femme spartiate, on pouvait retrouver l'intelligence, l'indépendance et la confiance en soi. Vraiment pas très féministe tout ça. Le personnage de la reine Gorgo en est la parfaite représentante. Excellemment bien interprétée par l'actrice Lena Headey, qui nous fait là une bien meilleure reine que dans Game of Thrones, même si bon, je dois avouer que moi je suis plutôt Team Lannister, donc bon hein... Sinon, on peut aussi citer la très célèbre Hélène, qui avant d'être Hélène de Troie, était Hélène de Sparte. Car en plus d'être réputée pour être d'une grande beauté, les femmes spartiates étaient aussi en capacité à se défendre et à prendre les armes en cas d'invasion, représentant le dernier rempart de la cité contre la violence du monde extérieur. Imagine le sort de vos femmes. On voit que tu ne connais pas nos femmes. Elles auraient pu combattre à la place de mes hommes, à en juger par ce que j'ai vu. Car oui, vous l'aurez bien compris, Sparte est une cité qui fonctionne à travers le levier de la violence. En revanche, cet usage de la violence n'est pas fait par plaisir, mais bien par nécessité. Dans le monde brutal et conflictuel de l'Antiquité, la violence constitue le prix à payer pour préserver l'indépendance et la liberté face aux menaces étrangères et aux autres cités. Car n'oublions pas qu'à l'époque, la Grèce unie n'existait pas, et que la rivalité entre les cités grecques était extrême. Et pour pallier à cela, tout était organisé en ce sens, d'un eugénisme le plus radical imposé dès la naissance à une morale et des valeurs communautaires profondément ancrées en chaque individu. Des notions poussées à leur paroxysme par les Spartiates, se considérant comme les descendants directs du grand Héraclès. Rien que ça. Voilà tout le secret du monde spartiate. Sans l'aspect communautaire, cette société ne vaut rien. Si un lâche, tout s'effondre. Finalement, ce qui fait la force du Spartiate, c'est le guerrier près duquel il combat. Aussi respecte-le, honore-le, et il fera de même avec toi. Sparte est la source de bien des fantasmes, ayant marqué l'histoire par ses actes héroïques et son mode de fonctionnement simple et complexe à la fois, est quand même assez cruel, il faut bien l'avouer. Car Sparte n'est en rien un paradis politique ni sociétal. Pour autant, il y a bien des choses qui nous manquent aujourd'hui en Occident, comme par exemple un vrai leader. Le président qui m'a donné l'impression la plus dure, la plus féroce même, la plus cynique, c'est Vladimir Poutine. Et je l'avais exprimé d'ailleurs dès que je l'avais vu, c'est toujours la première impression qu'il a bonne. Why are you gay? Léonidas, dont le nom signifie descendant du lion, un homme qui peut aisément s'asseoir à la table des Achilles, Héraclès et autres Ulysses. Et le film ne s'y trompe pas. Aujourd'hui, aucun Spartiate ne meurt!
Léonidas est un roi vaillant, courageux, charismatique et respectable, d'une extrême fidélité envers son peuple et son épouse, prêt à tout pour les défendre. Il est la figure de l'autorité, celle qui vaut la peine d'être écoutée et suivie, et qui se légitime d'elle-même. Un guerrier qui a fait ses preuves dans l'action et sur le terrain. Imaginez un roi livrant ses propres batailles. Ça serait mémorable. Bien qu'au-dessus des autres, il fait preuve de pudeur et ne fait jamais de démonstration excessive. Interprété à la perfection par Gerard Butler, qui a su être très expressif sans jamais se détacher du personnage sobre et minimaliste qu'est le Spartiate Léonidas, nous gratifiant même de quelques moments de légèreté bienvenue. Vois-tu, j'ai tué tellement d'hommes de ton armée que j'en ai gardé une méchante crampe à la jambe. Et une cité aussi violente que Sparte ne peut avoir qu'un tyran fou furieux et sanguinaire à sa tête. Encore une fois, tu te trompes, Corentin, car c'est quand on a fait l'exercice de la violence, qu'on l'a compris et qu'on sait comment la canaliser, qu'on en fait le meilleur usage. D'ailleurs, Léonidas ne fait preuve de violence que lorsque les coutumes et les traditions de Sparte sont violées. Et bien sûr, il l'exercera pleinement et avec style sur le champ de bataille. Comment il était? C'était... un peintre. Un peintre qui n'utilisait que le rouge. À Sparte, si la force physique est une donnée essentielle, il ne faut pas oublier non plus l'importance donnée aux mots. Avant de parler perse, sache qu'à Sparte, tout le monde, même le messager d'un roi, est tenu pour responsable des paroles qu'il prononce. Alors, quel message apportes-tu? T'as l'écran de thé? Les mots ont un poids, un sens et une finalité. Ils ne doivent pas être employés en vain. Et cet émissaire perse l'apprendra, hélas pour lui, un peu trop tard. J'ai choisi mes mots soigneusement en perse. Tu aurais peut-être dû faire de même. Quoi coubé. Moins parler pour eux valait mieux que trop. Un exemple historique véridique, quand le roi Philippe II de Macédoine a dit aux Spartiates « Si je pénètre en Laconie, je détruirai vos champs, raserai vos villes et réduirai votre peuple en esclavage. » Et que lui ont répondu les Spartiates ? Si. Si ça c'est pas de la bonne punchline d'antiquité qu'on aime. Hop, et je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous rappeler que si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça m'aide beaucoup et ça fait grandir la chaîne. Court et efficace, je vous prends pas plus de temps, allez repos Spartiate. Bah les Perses bien sûr. Oui mais pas que. Et c'est là où le film prend une tournure très intéressante à analyser. Mais commençons par ce qui saute aux yeux. La force étrangère surpuissante, l'empire de 100 nations, toutes gouvernées par nul autre que le divin Xerxès, le dieu roi qui soumet tout ce sur quoi son regard se pose. Xerxès et la Perse s'imposent comme l'ennemi naturel et tout désigné des Spartiates, tant d'un point de vue individuel que civilisationnel. Le leader perse, un roi dont l'ego démesuré le pousse à croire que son destin est de contrôler le monde, fait montre de sa puissance par l'expression de l'opulence, d'artifice et de biens matériels. Puisant sa force de son image divine, il se place de fait au-dessus de tout homme. D'ailleurs, il ne considérera pas Léonidas comme un égal, mais davantage comme une créature étrange et intrigante. Vous, les Spartiates, êtes fascinants. Tu es arrogant, même à cet instant, sur le point d'être anéanti, et en présence d'un dieu. Ce n'est pas sage de me défier, Léonidas. Tout ça, c'est passionnant. Et on a le droit à une glace à l'entracte ? Cependant, tel un dieu bienfaiteur, il offre toujours une alternative à ses ennemis. En fonction de leur force et de leur importance, ils se verront offrir des récompenses qui sauront satisfaire leurs plus profonds désirs. Mais tout ce que demande Xerxès en retour, c'est un simple et modeste gage de soumission. Soumission. Je crains que cela ne pose un problème. Alors... Nous devons nous montrer diplomates. Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! Vivre dans l'opulence et la servitude, ou refuser et mourir anéanti, effacé et rayé de l'histoire. L'échec et le refus lui sont insupportables, et on le verra mal réagir à chacune des humiliations que lui infligera Léonidas, comme un enfant gâté à qui l'on refuse son cadeau. Ça te dirait de lui pourrir sa journée pour de bon ? Son arrogance mêlée à son instabilité me font beaucoup penser à un croisement entre le personnage d'Agamemnon dans Troie et de Commode dans Gladiator. Aujourd'hui, tous se battent pour moi. La petite abeille lui avoue à tout. Ne suis-je pas d'une grande clémence ? Et comme à tout empereur sa garde personnelle, celle des Perses est sobrement intitulée les Immortels. Nul ne peut les tuer ou les vaincre. Pas cette noirceur. Pas ces immortels.
Immortel. Nous verrons s'ils méritent leur nom. Mais si les Perses semblent incontestablement se légitimer en tant que grands méchants du film par leur opposition de style avec Sparte, est-ce réellement le cas? N'y a-t-il pas d'autres forces antagonistes à l'œuvre dans ce film? La pire espèce pour les Grecs, l'ennemi de l'intérieur. Et oui, comme dit précédemment, c'est grâce à la force de sa communauté soudée et unie que Sparte prospère. Fragilisé, cet équilibre rigoureusement organisé et tout s'écroule. Parmi ces forces antagonistes, les efforts occupent une place particulière. Bienvenue, Léonidas. Nous t'attendions avec impatience. Ces magistrats à l'origine de la création de Sparte et maintenant leur malédiction. Initialement conçus pour équilibrer les pouvoirs dans la cité, ils incarnent aujourd'hui une autorité malade et superstitieuse. Des vieux prêtres lubriques, plus créatures qu'humains, investis d'un rôle sacré, se laissant guider par des oracles qu'ils retiennent eux-mêmes captives. Des bons gros fils de pute, car Sparte est liée à une tradition stupide et dépassée. Même les rois ne peuvent rien y faire, ils doivent se plier à la loi. Aucun Spartiate, sujet ou citoyen, homme ou femme, esclave ou roi, n'est au-dessus de la loi. Ils sont la représentation du paradoxe auquel Sparte fait face, celui du choix entre la tradition et la raison, celui d'un monde grec tiraillé entre la logique de ses grands penseurs et l'empreinte encore très grande de la religion, car nul ne doit remettre en question la parole des dieux dont les efforts sont le relais. Ordure consanguine pompeuse, inutile, malade, pourrie, corrompue. Et évidemment, pervertis par leur soif d'argent, ils se laisseront acheter facilement par les Perses. Oh, mais que vois-je là? Des politiciens, je déteste ces types. Parmi eux, on retrouve le sénateur Théron, le livreur de cité, agissant littéralement dans l'ombre pour semer la confusion et consolider son influence. Calculateur, manipulateur, vil et corrompu, Théron symbolise cette caste d'hommes qui placent leur ambition au-dessus du bien commun, se détournant des institutions spartiates à des fins égoïstes et balayant d'un revers de main toutes les valeurs dont pourtant ils sont le produit. Car oui, là où certains pourraient reprocher à 300 une certaine vision occidentalo-centrée, voire raciale des choses, je me demande vraiment si on a vu le même film. Toute l'intrigue de la cité de Sparte où l'on va suivre la reine en parallèle de la bataille permet de mettre en évidence que la guerre se joue en réalité sur deux fronts. Le front contre l'envahisseur étranger et celui contre ton semblable. Celui qui est pourtant le même que toi, qui est issu du même processus de civilisation que toi. Et qui va quand même comploter, trahir, menacer ton enfant, faire du chantage à ta femme et se vendre au plus offrant. Voilà un aspect que j'aime de 300. Il est juste dans son traitement. Il n'oublie pas les divisions internes qui viennent affaiblir de l'intérieur une société. En plus, en venant hacher le récit par l'intervention de petites intrigues politiques insupportables, il nous rappelle à quel point l'exploit des 300 est grand. Parce que pendant que les boomers et les femmes complotent, les vrais hommes forts, eux, sont dans l'action du terrain. J'aurais dû être un homme. Je préfère affronter un millier d'épées que d'être enfermé dans cette cage avec une pitoyable volée de poules terrorisées. Et bien sûr, comment ne pas parler du cas le plus emblématique de tous, Éphialtès, la représentation même de la trahison antique dans ce qu'elle a de plus abject. Pour son adaptation, Frank Miller a fait le choix de le dépeindre comme un être physiquement difforme, bossu et rejeté par la société spartiate. Là en bas, il y a quelque chose. C'est Gollum. Gollum? Cela fait maintenant 3 jours qu'il nous suit. Ainsi, lorsque Éphialtès se présente à Léonidas pour rejoindre son armée, ce dernier, bien que respectueux, refuse sa requête en raison de son incapacité à tenir la phalange, formation essentielle au combat. Mais compréhensif, il lui propose même une alternative pour participer à l'effort de guerre. Cependant, Éphialtès, blessé dans son orgueil et rongé par un profond ressentiment, rejette cette proposition et maudit Léonidas. Tu as tort, Léonidas. Tu as tort. C'est alors que Xerxès, en lui promettant richesse et reconnaissance, va se servir de sa frustration à son avantage. Et en révélant à l'ennemi le passage des Thermopyles, Éphialtès inflige un coup fatal à l'armée spartiate, trahissant ainsi non seulement ses pairs, mais également l'idéal de loyauté qui constituait le fondement de sa cité. Dès lors, Éphialtès incarne tous les traits caractéristiques du traître antique, le reniement des siens, la vénalité et une fin déshonorante. Voilà pourquoi Frank Miller en a fait une monstruosité, à la fois physique et morale. Un homme dont l'âme tordue par la haine et la jalousie se reflètent dans sa difformité, le transformant en un symbole intemporel de trahison. Quel beau message.
Ainsi, le véritable défi qui attend Léonidas et Sparte dans 300 ne réside pas uniquement dans la lutte contre ses ennemis extérieurs, mais aussi dans la capacité à surmonter ses propres faiblesses internes et à se débarrasser des traîtres et des ennemis qui la rongent. Bon, tout ça c'est bien sympathique, mais comment on fait pour y parvenir? Ok, reprenons les choses chronologiquement. Au préambule de tout, et je sais que ça n'est pas forcément la chose que vous avez envie d'entendre le plus, mais pourtant elle est primordiale, c'est d'être en capacité physique de se défendre. Car un homme qui vit sans arrêt avec la trouille physique est amené bien souvent à avoir des pensées malsaines et perverses. Tu te battrais avec moi? Pourquoi pas? Tu crois que j'ai peur? Je crois que tu as eu peur toute ta vie. Alors je te vois venir, non pas la peine de prendre des salades de phalanges dès 6 ans ou te battre à poil avec un loup dans la neige. Parfois, le simple fait de se confronter à la dureté du monde en retournant vers des choses aussi simples que la nature primaire, faire un exercice physique ou du sport... Cela te permettra de retrouver tes instincts et de dominer ta peur dans des situations délicates afin de faire le choix juste. Il ne s'agit pas là d'atteindre un physique absolument idéalisé, fantasmé ou pour beaucoup artificiel, ni d'avoir les qualités d'un grand champion. On ne peut pas tous être soldats, mais au moins on peut faire de notre mieux avec les outils que l'on a. Même Éphialtès a eu au moins le mérite, malgré son handicap, d'apprendre le maniement de la lance. Car une des caractéristiques marquantes du monde grec antique et qui à mes yeux fait tout son charme, réside dans le lien profond qu'il établit entre le corps et l'esprit. C'est indispensable présence physique qui précède à l'art de la réflexion et de la pensée. Allons voir ces maudits fils de chienne, que notre mère la Grèce va doucement bercer dans ses bras. C'est vrai. On dirait qu'il va pleuvoir. En lui refusant la possibilité de stopper les Perses aux portes chaudes, les efforts condamnent les Grecs à subir d'énormes pertes futures, voire pire, la destruction totale de leur monde. Et Léonidas en a bien conscience, mais il est tenu de respecter la loi. La question n'est pas de savoir ce que doit faire un citoyen de Sparte, ou un époux, ou un roi. Demande-toi plutôt, mon cher amour, ce qu'un homme libre doit faire. Que doit faire un homme libre? Car la liberté n'est pas gratuite et elle s'obtient parfois par le prix du sang. En transgressant les lois, Léonidas prend un risque immense. Bien qu'il ait beaucoup à perdre dans cette guerre, il choisit de défier sa cité pour la protéger d'elle-même, quel qu'en soit le prix, même au péril de sa vie. À l'image d'un véritable héros antique dont le sacrifice en faveur de ses convictions témoigne de sa grandeur exceptionnelle. 300, c'est un film prônant un discours de responsabilité. On ne combat pas que la grande méchante Perse, c'est aussi un combat personnel contre nous-mêmes. Que faisons-nous? Que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire? Déjà, commencer par se remettre en question. Le discours actuel nous pousse à sans arrêt se trouver des excuses et à rejeter la faute sur l'autre, sur un tel ou ceci ou cela. Non, agissez en homme et assumez votre part de responsabilité. Il ne faut pas avoir peur de faire ce qui est juste pour défendre ce qui nous est cher, parfois même au mépris de nos propres institutions. Voilà la première leçon de 300. T'es encore là? Il faut bien que quelqu'un te protège. Excuse-moi, je suis occupé! Bien qu'inférieurs en nombre, les Spartiates parviennent à contenir et repousser chacun des assauts de l'immense armée perse. On sait qu'à cette époque, l'armée spartiate est la meilleure au monde, en plus d'avoir l'avantage stratégique du terrain. On sait qu'à la guerre, le nombre seul ne garantit pas la victoire, surtout face à un ennemi mieux préparé et équipé. L'histoire nous l'a montré à bien des occasions. Quel est le chiffre le plus fort, 5 ou 1? Je dirais 5. 5 et 1. Une seule armée, une vraie armée, unie derrière un seul chef, avec un seul objectif. Mais une telle débâcle. Mais pourquoi les hommes de Xerxès sont-ils si mauvais au combat? En réalité, car ils ne se battent pas pour les bonnes raisons. En effet, on a bien souvent les défauts de nos qualités. Et Xerxès, bien que possédant une immense armée, n'a pas vraiment de bons soldats. Tu as beaucoup d'esclaves, Xerxès, mais peu de guerriers. La plupart des soldats perses sont enrôlés par obligation, par peur ou par esclavage, et nombreux le font à contre-cœur, au contraire des Spartiates qui eux se battent pour défendre leur terre, leur patrie et leur honneur guerrier. En cela, on peut observer une différence profonde entre ces deux civilisations. Ces Perses sont des lâches! 300, c'est un choc des valeurs, celui d'un monde traditionnel libre contre un monde de hiérarchie absolue, de soumission et de peur. Hey! Panique! Je
bien votre lugubre noirceur. Nous sommes des larves, de pauvres larves. N'oubliez pas de me rappeler de vous pulvériser après mon rendez-vous. Attention, la hiérarchie existe aussi à Sparte, mais elle est basée sur un rapport de confiance, de fidélité et de respect mutuel, à l'image du roi Léonidas qui pourrait se fondre parmi ses sujets qu'on ne le remarquerait même plus. D'ailleurs, seul son casque le différencie sur le champ de bataille. On a frôlé la catastrophe. Certes, à Sparte, les hommes naissent inégaux, mais au moins ils peuvent vivre librement, dans la mesure où ils s'impliquent pour leur cité. Des hommes attachés à leur liberté et encore dans une notion virile, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se battre pour la défendre. Va, maintenant, cours dire à ton Xerxès qu'il a affaire à des hommes libres ici, pas des esclaves. Dépêche-toi, avant que l'envie nous prenne de surélever un peu ce mur. Les Perses, en revanche, peuvent te donner de la jouissance, de l'hédonisme, mais en contrepartie de ta soumission la plus totale et dévouée. Vivre dans une cage dorée et bien remplie, mais une cage tout de même. Je ne suis pas d'une nature qui supporte l'emprisonnement. Étonnant, je sais. Certains hommes le sont. Ça ne sera pas mon cas. Ma vie m'a laissé particulièrement inapte à la contrainte. 300 est un film qui nous montre qui est capable au final de résister à la corruption et qui s'y jette à corps perdu. Xerxès pense que tout homme peut être acheté. Il ne conçoit pas que Léonidas veuille se battre pour des grands idéaux qui dépassent sa simple individualité. N'oublie pas la leçon d'aujourd'hui. Respect et honneur. Respect et honneur. Voilà le deuxième message du film. Il faut être capable de résister à la tentation et de rester droit et en adéquation avec ses valeurs profondes. Si tant est, bien sûr, que vous en ayez. Toi, là-bas, Éphialtès, puisses-tu vivre éternellement. Voilà le dernier vœu de Léonidas, qu'Éphialtès soit éternel. Mais pourquoi éternellement ? Eh bien sachez que pour un Spartiate, il n'y a pas pire insulte que celle-là. Je m'explique. Si mourir pour défendre Sparte est la plus grande gloire qu'un Spartiate puisse espérer, alors vivre pour toujours en étant un renégat est sûrement la plus grande honte qui soit. La morale de l'époque antique est bien différente de notre morale moderne, et pour eux, il y a bien pire sort que la mort. J'ai connu un homme qui a dit un jour, la mort nous sourit à tous. Tout ce qu'on peut faire, c'est sourire à la mort. Ce qui prévaut chez les Grecs, c'est la volonté d'accéder à l'immortalité de leur nom par leurs actes, preuve de leur extrême appétence pour la soif de grandeur et d'idéal. De plus, par souci d'exemplarité, le traître se doit de ne jamais être oublié et d'entrer à tout jamais dans l'histoire afin que celui-ci soit honni de tous. Une grande honte que de ne jamais accéder à la gloire à travers la mort, de ne jamais rejoindre les héros de l'au-delà et d'être maudit à porter le nom d'Éphialtès, synonyme de cauchemar à tout jamais. Léonidas! Nous sommes perdus. Perdus, te dis-je. Un traître bossu a conduit les immortels au sentier qui mène à nos arrières. La bataille est finie, Léonidas. Une fois trahi, Léonidas sait que sa mort est venue, mais il ne la fuit pas, et son dernier ordre ira dans le sens de la transmission. Raconte-leur notre histoire. Que tous les Grecs sachent ce qui s'est passé ici. Tu auras un beau récit à leur faire. Celui d'une victoire. D'une victoire. Dilios a un but de témoignage et de commémoration patriotique. Comme dans un banquet, le discours et l'homme ne servant pas la vérité, mais l'unité dans la cité. C'est pour ça qu'il renvoie Dilios au moment où tout semble perdu. Il sait qu'il est l'étincelle qui va allumer le feu de la rébellion des peuples grecs. Par la commémoration, même un peu fantasmée d'un acte, naît l'élan qui façonne le futur. La transmission et l'héritage sont l'essence même de l'humanité, faisant de cette dernière la parfaite rivale à la divinité qui compte sur l'immortalité. Mais il restait à Léonidas un dernier acte à accomplir. Peut-être le plus symbolique de tous. Dis-moi. Il t'arrive de saigner. Ça viendra. Peine, panique, et j'ai une petite devinette pour vous. Comment tue-t-on un dieu? Et moi je le sais. Pas. Moi je sais. Et on peut pas, il est immortel. Bingo, il est immortel. En ayant eu un aperçu de son ego démesuré plus tôt dans le film, Léonidas sait que même vaincu, Xerxès préférera le soumettre plutôt que de le tuer. En dépit de tes nombreuses offenses, en dépit de tes horribles blasphèmes, le Seigneur des armées est prêt à pardonner, et même
à récompenser tes services. Un péché d'orgueil et une grossière erreur pour l'un et une opportunité à ne pas manquer pour l'autre. Car vous souvenez-vous du loup. Ce n'est pas pour rien que Frank Miller a choisi de commencer son récit de cette façon, pour un homme dont le destin prend comme un air de déjà-vu. La bête, savourant d'avance le festin à venir, est en réalité tombée dans le piège. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il décide de frapper. L'ultime coup de grâce. Une dernière offrande au dieu roi, devenu dès lors plus qu'un homme blessé et humilié. Le Spartiate a gagné. La garde meurt mais ne se rend pas. Cette histoire, mythe ou réalité, est fondatrice de notre civilisation. Elle porte en elle un espoir, celui que même aux portes de l'extinction, dos au mur et contre toutes les forces œuvrant pour sa destruction, une société aura toujours en son sein des hommes bons et courageux, qui se battront pour la liberté, pour la sauvegarde de leur monde, de leur patrimoine et de leur héritage. Des hommes, mais aussi des femmes, car notamment elles sont extrêmement importantes et fondamentales dans tout ce qui est lié à la transmission. Célébrer les exploits et les sacrifices passés pour mieux comprendre notre présent et faire des choix éclairés pour le futur. Voilà la vocation d'un film historique, voilà ce que l'on retiendra de ce film. Un simple blockbuster? Non. 300 c'est un témoignage, un avertissement pour les générations futures. Alors soyons humbles, souvenons-nous que nos ancêtres avaient beaucoup de valeur, voire peut-être même plus que nous aujourd'hui. Cela nous conduira à avoir beaucoup plus de modestie et de retenue sur nos idées et nos sentiments actuels. Car même si l'heure n'est plus à l'union ni à la célébration visiblement, et que tout semble partir à volo, n'oublions pas que l'histoire est cyclique, et que très peu de choses ont réellement changé depuis l'Antiquité. Et qui sait, le passé nous a bien prouvé qu'une poignée d'hommes avait le pouvoir de changer le cours des choses. Y a-t-il un message? Rien qui ait besoin de mots.